Bonjour à tous, très heureuse comme chaque semaine de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Les groupes extrémistes violents ne se limitent plus aux États sahéliens, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad pour perpétrer des attaques. Leur présence se ressent désormais sur la partie nord des États côtiers d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Bénin, au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une menace encore contenue en intensité et limitée géographiquement, mais qui demeure inquiétante. Alors qu'est-ce qui explique cette excroissance territoriale djihadiste? Quelle est la cartographie du phénomène terroriste en Afrique? Pour en parler, je reçois Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l'université Bordeaux-Montaigne, Sciences Po, et laboratoire LAM, les Afriques dans le monde, le CNRS. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, effectivement, nous allons longuement parler de l'évolution géographique des mouvements terroristes en Afrique, mais j'aimerais profiter de votre présence pour peut-être parler de votre discipline qui est peu connue et aussi d'autres problématiques liées à la géographie dans le monde. Alors, vous êtes géographe politique. Pouvez-vous nous présenter déjà votre discipline ? C'est bien de faire la promotion de ma discipline, c'est-à-dire la géographie politique, et de me permettre de définir la géographie politique par rapport à la géopolitique. Alors je dirais une formule simple, la géographie politique, c'est de la géopolitique augmentée, c'est-à-dire enrichie par les apports de la géographie pure, à la fois la géographie physique et la géographie humaine, et surtout par les apports de la cartographie. En fait, les géographes font de la géographie politique parce qu'ils sont cartographes, alors que ceux qui font de la géopolitique sont des politologues ou des anthropologues ou des historiens, et généralement, ils ne font pas de cartes. D'accord, donc c'est la plus grande distinction à faire, elle est liée à la cartographie ? Exactement, elle est liée à la cartographie. Alors on étudie souvent l'évolution du monde sous le prisme du temps, de la chronologie historique et non de l'espace, donc l'aspect géographique. Pour quelles raisons, selon vous ? Parce que vous comme nous, puisqu'on a été élevés au même maître, on a donné beaucoup plus d'importance à l'histoire qu'à la géographie. Et la géographie est longtemps passée comme la discipline annexe de l'histoire, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était pas possible, que l'histoire ne s'est écrite comme elle s'est écrite que parce que l'homme a tenu compte des conditions naturelles dans lesquelles il vivait. L'homme, dans son espace naturel, est confronté au relief, soit il vit en montagne, soit il vit en plaine, est confronté au climat, on le sait bien ici, dans les pays européens, l'hiver ou l'été, c'est pas la même chose. Dans les pays africains, la saison des pluies, la saison sèche, c'est pas la même chose. Confronté aussi à l'eau, donc une rivière ou un fleuve ou un lac ou l'océan. Et chaque milieu dans lequel vit l'homme, je dirais pas détermine l'histoire qu'il va vivre ou qu'il va construire, mais joue un grand rôle. Donc le retour de la géographie physique et humaine a été important dans l'explication de la géopolitique en général. Mais justement, vos deux matières, l'histoire et la géographie, elles sont complémentaires ou en concurrence ? Elles ne sont pas en concurrence, elles sont absolument complémentaires. Elles ont été en concurrence du point de vue académique. Pour ceux qui, comme vous et moi, avons fait des études universitaires, on a souvent été catégorisés soit dans la géographie, soit dans l'histoire. Il n'y a qu'au collège qu'on apprend les deux en même temps, mais... Oui, c'est vrai, on a tous des cours d'histoire géo, comme on disait, l'histoire géo. L'histoire géo, et souvent on ne distingue pas chez le prof s'il a été formé en histoire ou en géographie. La plupart du temps, il a été formé en histoire, ce qui implique donc des conséquences dans la manière dont il présente ses cours. Alors on va s'intéresser bien sûr au terrorisme djihadiste, mais juste avant, la notion de frontière, je la trouve importante et je voudrais parler de ça avec vous. Elle semble donc vraiment primordiale dans nos sociétés, mais en Europe, notamment en France, elles suivent une délimitation naturelle. Vous le disiez, les montagnes, les cours d'eau, les fleuves et autres. Mais en Afrique, une partie des frontières découle de la conférence de Berlin. C'est un découpage. On prenait l'exemple du gâteau que l'Occident s'est partagé. Quel est l'impact de ces deux procédés sur les pays concernés ? Qu'est-ce que ça change finalement ? Alors déjà, je crois qu'il faudrait commencer par le commencement. Quand est-ce que l'homme a eu l'idée de mettre des limites
Tout à fait. dans l'espace dans lequel ils circulaient. Ça, c'est au tout début de l'histoire. On dirait presque, on en parlait avant, la préhistoire. Lorsque l'homme était libre de se promener partout où il voulait pour pratiquer la pêche et la chasse, il n'avait pas besoin d'avoir de limites. Puis, avec la croissance démographique et puis l'accroissement des familles élargies, il a éprouvé le besoin de tracer une limite à son territoire. Ça a été la première frontière, celle entre tel clan, telle tribu ou telle tribu. Et progressivement, s'agrégeant, les tribus ou les clans sont devenus des entités très importantes qui ont élargi leur territoire et on a abouti, alors au moment de l'histoire plus contemporaine, au tracé des frontières. Ça, c'est le commencement. Pour la conférence de Berlin qui a réellement découpé, il n'y a pas d'autre mot, découpé le continent africain, plus exactement qui a donné aux puissances occidentales les moyens de découper le continent africain, on ne l'a pas vraiment fait dans une recherche de l'espace vital, le fameux Lebensraum d'Hitler. On l'a fait par des ententes entre les principales puissances, on va simplifier en disant la Grande-Bretagne et la France, c'était les deux principales puissances, les rois locaux ou les chefs traditionnels locaux, et une fois qu'on avait une entente là-dessus, on traçait un trait. Alors, il est vrai, vous le soulignez tout à l'heure, qu'on s'est efforcé, nous, occidentaux, européens, de trouver des frontières un peu naturelles. C'est par exemple une rivière, ou c'est une chaîne de montagnes avec une ligne de crête, ou c'est l'océan tout simplement, ou c'est un lac. On s'est efforcé de trouver des frontières naturelles, mais on n'en a pas toujours trouvé. Et d'ailleurs, on s'est aperçu à cette occasion que les frontières dites naturelles, par exemple un fleuve, prenons l'exemple du Cavali, qui forme frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, eh bien, cette frontière était peut-être naturelle, mais elle séparait en deux un même peuple. Donc on s'est souvent trompé quand on a, presque toujours même trompé, quand on a tracé les frontières africaines. Et vous nous dites là finalement que le fait qu'on suive une délimitation naturelle ne facilite pas ou n'améliore pas le découpage. Disons que c'est rassurant quand vous voulez tracer les limites ou les frontières d'un État, surtout d'un État nouveau, puisqu'on était dans la colonisation, puis dans les indépendances, donc on traçait vraiment des frontières. Je ne suis pas sûr, alors nos étudiants à Sciences Po sont entraînés à ça, à faire de la géographie fiction. Je ne suis pas sûr que si on remettait sur le métier cet ouvrage, eh bien, on redessinerait les frontières de la même manière. Prenez par exemple, et on va sans doute en parler, le territoire des Touaregs. Alors, c'est assez particulier, les Touaregs, leur territoire est un désert. Leur territoire, c'est l'Azawad. Et si vous prenez une carte de l'Azawad, elle déborde très largement le Mali, le Niger, l'Algérie, enfin, elle recouvre les frontières politiques de ces trois grands pays pour un territoire que les Touaregs considèrent comme le leur. Or, ça ne correspond pas aux frontières politiques. Et les frontières, justement, sont source de conflits, historiquement, dans les conquêtes ou reconquêtes d'espace. Là aussi, c'est une source conflictuelle. Ça l'a été. Le tracé des frontières. Ça l'est beaucoup moins. Nous, en Europe, on a fait des multitudes de guerres, très meurtrières souvent, pour le tracé des frontières, pour déplacer les frontières. Vous l'avez sûrement appris, vous aussi, du temps où on étudiait plus l'histoire de France que l'histoire d'Afrique. Mais quand on s'est battu avec les Allemands pour l'Alsace-Lorraine, c'est bien parce que les Allemands voulaient reprendre l'Alsace et la Lorraine à leur compte. Puis après, on a reconquis l'Alsace et la Lorraine, on a redéplacé les frontières. Ça, c'était les guerres d'autrefois. Ça ne se fait plus vraiment. Mais votre émission est très pointue. Elle me permet de faire une petite parenthèse intéressante. On ne se bat plus pour les frontières politiques nationales des États. Mais on est capable de se battre pour une limite de parcelle, ou une limite de territoire villageois, ou une limite de champ. Notamment dans notre zone d'Afrique de l'Ouest, et notamment en zone sahélienne, parce que ce sont aussi des limites extrêmement précises. Et lorsqu'on n'a pas les moyens d'en définir la réglementation, eh bien les gens, pour des conflits d'usage, notamment les éleveurs et les cultivateurs, commencent à se chamailler au départ, puis ensuite se battent. Ce que nous on appelle les conflits intercommunautaires, c'est d'abord pour des questions de terre. Ah oui, absolument. Expliquez-nous en fait déjà la différence. Qu'est-ce qui rend leur situation conflictuelle ? Alors, c'est quelque chose, là encore, il faut commencer par le commencement. On est en Afrique de l'Ouest, comme plus généralement en Afrique, mais
très clairement, plus précisément vraiment en Afrique de l'Ouest, on est sur un droit foncier coutumier qui est traditionnel et qui n'attribue pas les parcelles de terre à titre individuel. C'est une propriété collective. De tout temps, on a travaillé avec ça. Hein. C'est une belle utopie d'ailleurs, hein. Pas de propriété individuelle. Jean-Jacques Rousseau aurait été très content. Mais avec le temps, l'augmentation démographique et puis l'arrivée du droit moderne, hein, il a fallu trouver une formule pour attribuer à chacun un titre de propriété pour sa parcelle. Et à partir de là, ont commencé les ennuis. Pas seulement en Afrique, hein. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest ont été obligés de passer par des lois foncières. Nous, c'était en 98, enfin je dis nous, en Côte d'Ivoire, c'était en 98. Dans d'autres pays, c'était un peu plus tard, dans d'autres, c'était un peu plus tôt. Mais on a déterminé des règles faisant que vous, par exemple, vous serez propriétaire de la parcelle que vous occupez. Seulement, c'était peut-être pas vous qui l'aviez mise en valeur. C'était peut-être quelqu'un d'autre qui pensait que puisqu'il l'avait mise en valeur, il en était théoriquement le détenteur. Et là, ont commencé les conflits. Ça, c'est entre les cultivateurs. Mais lorsque se greffe par là-dessus une communauté d'éleveurs, vous imaginez que c'est encore plus complexe, parce qu'un éleveur, surtout un nomade, circule beaucoup avec son troupeau, va être forcément amené à piétiner un peu les champs des cultivateurs. Et là, vous avez encore une source de conflit. D'accord. Donc, nous sommes toujours sur des conflits, sur des limites. Hein. Oui. Là, c'est des micro-limites, mais ça revient au même que sur les frontières. Alors, on va s'intéresser au terrorisme djihadiste qui sévit sur le continent africain. Déjà, pourquoi s'est-il installé au Sahel, un endroit désertique? Pourquoi? C'est lié finalement au conflit d'abord en Algérie. Ça a été une base arrière pour les djihadistes. Oui, c'est multifactoriel, comme on dit. Hein. On ne se contente pas d'une seule explication, mais c'est vrai que l'installation des groupes qu'on qualifie de djihadistes dans le Sahel africain, c'est-à-dire au sud du Sahara, est quand même en partie liée au fait que le fameux GIA, qui a semé la terreur en Algérie pendant la fameuse décennie noire, hein, a été vaincu, mais pas éradiqué. Et donc, c'est plus ou moins replié sur le sud du Sahara. Vous ajoutez à ça la Libye, la crise libyenne, hein, la capture et puis la mort de Kadhafi, et donc le chaos qui s'installe en Libye avec des dizaines de milliers d'armes et de munitions qui se mettent à circuler. Et dans ce cas-là, le sud du Sahara devient un espèce de terrain de jeu pour les seigneurs de guerre, pour ceux qui veulent faire la guerre. Alors vous allez dire, vous me disiez, c'est un endroit qui n'intéresse personne parce qu'il est inhospitalier. Pas tout à fait. D'abord le Sahara, contrairement à une idée répandue, c'est pas une grande étendue de sable. Hein. C'est un lieu désertique parce qu'il n'y pleut pas, mais il n'y a pas seulement du sable, il y a aussi du caillou, il y a aussi de la montagne, il y a aussi même des massifs montagneux. La seule chose qui manque, c'est l'eau. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'hommes. Mais terrain hostile alors? Ah, c'est un terrain hostile. Bon, donc... il est inhospitalier, il est hostile. Oui, donc pourquoi... Alors là, les gens, parce qu'ils peuvent s'y cacher. On peut se cacher dans les montagnes, dans l'Adrar des Iphoras, dans l'Aïr, dans le Tibesti. Si vous avez voyagé dans ces coins-là, vous voyez bien qu'effectivement, on peut s'y cacher. On y trouve des points d'eau, quand même. Hein. C'était des zones d'étape pour les caravanes autrefois. Et donc, ça constitue des sanctuaires. On peut difficilement frapper les terroristes dans le Sahara. Écoutez, on va prendre un exemple. Regardez le temps qu'il a fallu aux Américains pour tuer Ben Laden. En Afghanistan. Mais il a fallu longtemps. Mais là, ils avaient des moyens technologiques très... Mais en plus des moyens technologiques, on nous dit que l'Afghanistan aussi, c'est vraiment une terre plus qu'hostile. Oui. Qu'aucun pays étranger n'a réussi parvenu. C'est beaucoup plus rocheux que le Sahara, mais c'est tout aussi hostile comme environnement, tout aussi difficile. D'ailleurs, les forces spéciales des grandes puissances occidentales ont beaucoup appris en allant combattre en Afghanistan, hein, notamment les forces spéciales de Barkhane qui interviennent au Mali, qui sont intervenues au Mali, au Niger, ont beaucoup appris au contact du terrain afghan. Et là, je reviens là-dessus, on est dans la géographie. On n'est pas dans l'histoire, on est dans la géographie. Hein. Vous voyez ces rochers qu'il y a, ces montagnes qu'il y a en Afghanistan. Vous voyez le climat afghan qui parfois est glacial et qui parfois est très chaud. Eh bien ça, c'est de la géographie, d'où la géographie politique. Quand on parle de guerre asymétrique, c'est vrai que nous, on pense d'abord, en premier lieu, différence de moyens entre les terroristes et puis les armées régulières. Mais
Il y a aussi la connaissance peut-être de l'espace géographique. Là aussi, il y a une asymétrie entre la maîtrise du territoire où se passe... absolument, vous avez raison. C'est, quand on se bat sur ce terrain-là, la plupart du temps, on n'est pas sur son terrain. Hein, on n'est pas sur un terrain qu'on connaît bien. Alors, je ne parle pas des troupes étrangères, hein, je parle même des troupes nationales. De l'armée malienne ou de l'armée burkinabé, s'en va parfois sur des territoires qu'ils ne connaissent pas bien. Mais le meilleur exemple que je pourrais citer, c'est le lac Tchad. Le lac Tchad, qui est une myriade d'îles et de presqu'îles qui changent au gré des saisons, hein, qui soient parfois inondées et parfois découvertes, il n'y a que les gens du lac Tchad qui connaissent parfaitement la topographie de ces lieux. Et si les armées qui essayent d'éradiquer Boko Haram du lac Tchad s'y hasardent sans connaître la géographie des lieux, eh bien, ils n'y arriveront pas. D'ailleurs, ils n'y arrivent pas. Mais on déduit de vos affirmations que finalement, le terrorisme ne peut progresser dans ces espaces qu'avec la complicité ou la collaboration de locaux. Oui, parce que c'est eux qui fournissent le renseignement. Et là, vous touchez du doigt un point extrêmement important. Si on veut lutter contre le terrorisme, il faut conserver la confiance de ces populations. Si vous perdez la confiance des populations, eh bien, ils renseigneront l'ennemi, et non pas vous. Hein, et c'est ça la symétrie aussi de la guerre. Alors la situation sécuritaire dans le Sahel donc, ne cesse de se dégrader à tel point que cette menace djihadiste déborde désormais sur la partie nord des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Pour quelles raisons ? Alors, on n'en est pas tout à fait là. Hein. On voit bien des attaques sur le nord des pays côtiers. Vous pensez évidemment au Bénin, Togo, Nigeria naturellement, et vous pensez à la Côte d'Ivoire avec les attaques sur Kafolo. Là, on est à la frontière nord, hein, à l'exception de l'attentat de Bassam en Côte d'Ivoire. Pour le moment, on n'a pas eu d'attaques djihadistes qui sont arrivées jusqu'à l'océan. Mais la principale raison, c'est qu'ils s'implantent dans des zones qui sont plus ou moins abandonnées par l'État. Hein, et on en a eu la confirmation très récemment en Côte d'Ivoire lorsque le Premier ministre a dit « Je vais lancer un programme spécifique pour redévelopper, pour redynamiser toutes ces bandes frontalières de manière à ce que les djihadistes n'aient pas de prétexte pour venir dire aux populations, regardez, l'État ne s'occupe de rien, tandis que nous, on va vous protéger. Vous voyez ? Donc, l'abandon de l'État, c'est ce qu'on appelle les zones grises. Hein. Alors, il n'y en a pas encore en Côte d'Ivoire, mais le Burkina Faso, le Mali, le Niger, il y a des zones immenses où l'État ne va plus, où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de dispensaires. Mais l'État ne va plus, on pourrait croire que c'est par choix, mais prenez le Niger, quand on voit, je ne sais plus, je crois que c'est 17 millions de kilomètres, mais c'est quand même des étendues astronomiques. Pour des États comme les nôtres, il est difficile de pouvoir couvrir l'intégralité du territoire, par exemple, je prends que le Nigérien. Alors le Niger comme le Mali sont des cas très particuliers dont le découpage n'a pas été un cadeau, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils ont l'un et l'autre, je crois que le Niger c'est les 3/4 et le Mali c'est bien les 2/3 de leur territoire qui sont quasiment désertiques. Donc ils sont loin des capitales, difficiles d'accès, hein, soit parce que c'est du sable, soit parce qu'en saison des pluies on n'arrive pas à circuler. Et effectivement les États centraux ont tardé à occuper, à faire un maillage administratif avec, comme je le disais tout à l'heure, des dispensaires, des écoles, etc., etc. Ajoutons à ça que parfois les États centraux ne le souhaitaient pas non plus, parce que les populations de ces régions-là étaient des irrédentistes ou des gens qui n'avaient pas envie de s'entendre avec l'État central, et donc on négligeait, hein, on oubliait un peu ces régions lointaines. Donc c'est quoi, c'est le retour de bâton ? Ah oui, c'est clairement le retour de bâton. C'est qu'on a négligé les régions lointaines, elles se retournent contre les États centraux. Mais vous parlez d'irrédentisme ou autre, ça laisse croire aussi que parfois les revendications au départ, elles ne sont pas d'abord terroristes, elles sont peut-être aussi d'ordre social ou des revendications territoriales ou d'indépendance. Ça participe aussi, ça complexifie la lecture de... Vous avez raison d'utiliser le mot « ça complexifie » parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Hein. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que on va parler que du Niger et du Mali, on pourrait parler du Tchad aussi, mais du Niger et du Mali, c'est une situation très différente de la Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso, où on a des communautés de nomades et ex-nomades qui n'ont jamais admis
d'être dirigés par les communautés sudistes, on va dire, qui étaient plutôt des cultivateurs sédentaires. C'était l'ancienne différence, on n'a plus le droit de le dire comme ça maintenant, mais entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Hein. Et on a un peu oublié qu'en 1958, les communautés Touareg et autres, hein, Touareg, Toubou, enfin tous ces grands nomades du Sahara, avaient écrit au président de la République française en disant « Nous ne voulons pas être dirigés par des Noirs ». Vous voyez, c'était très clair. Alors, on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, ils n'avaient pas peur de le dire. Nous avons toujours été indépendants et certainement jamais dirigés par des populations du Sud. Et donc, cette vieille revendication, elle est toujours en fond d'écran. Alors, on continue sur le terrorisme. Il y a aussi un autre endroit qui est de plus en plus frappé par les terroristes, sont les parcs nationaux. Là aussi, pour quelles raisons ? C'est des sanctuaires, hein. C'est les parcs nationaux, donc comme on les appelle parfois des réserves, qui sont des réserves forestières, ou qui sont des forêts classées. En principe, il n'y a personne qui habite là, de façon à pouvoir restituer et la flore et la faune. Donc, comme on n'y intervient plus, et que l'homme n'a pas le droit d'aller y cultiver, alors on transgresse parfois un peu en Côte d'Ivoire, mais sur la réserve à laquelle vous pensez certainement, c'est-à-dire la Comoé, l'homme n'y va plus. Donc la végétation s'est bien reconstituée. Il y a là des forêts dans lesquelles on peut se cacher. Hein. C'est toujours une histoire d'abri, se cacher, c'est la priorité des terroristes. S'ils veulent échapper aux autres, il faut qu'ils se cachent, oui. Donc se cacher, vous parlez de la Comoé, on a vu aussi au Bénin, là aussi les parcs nationaux. Oui, alors c'est la même logique. C'est la Pendjari au sud et l'Arli au nord, hein, qui sont en plus de la logique de parcs que l'on reconstitue et qui peuvent être des lieux de cache ou de cachette, le fait qu'ils sont à cheval sur une frontière. Hein. C'est un petit peu pareil pour la Comoé en Côte d'Ivoire, un petit peu moins, mais enfin, ils sont à cheval sur une frontière. Et vous en avez un troisième parc national qui se trouve encore plus à l'est, qui est celui du W, qui lui est à cheval sur 3 pays, hein, le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Donc non seulement ils peuvent se cacher parce que c'est redevenu forestier, mais ils ont cette sanctuarisation des frontières qui font que quand ils se sauvent d'un endroit, ils se cachent dans l'autre pays et il n'y aura pas de poursuite quand ils seront à l'abri de l'autre côté de la frontière. Donc pour bien comprendre votre logique, il y a le fait de pouvoir se cacher, c'est un abri pour être en sécurité, mais on imagine aussi, parce qu'ils ont voulu créer l'État islamique, on se demande finalement si aussi les terroristes sont dans une logique de conquête des territoires d'Afrique de l'Ouest. L'État islamique n'a pas tenu. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là ? Est-ce qu'ils veulent déstabiliser nos États pour... c'est quoi l'objectif sur le plan géographique ? C'est difficile à dire parce que d'abord on ne leur parle pas, comme vous le savez. Oui. Hein. Donc, c'est un tort. C'est peut-être... Enfin, pour un chercheur, c'est un tort. Moi, j'aimerais bien aller interroger des sachez que pour une journaliste aussi, j'aimerais bien aller les interviewer. Vous irez avant moi si vous voulez. Hein. Je vais servir de cobaye. Mais probablement, vous n'êtes pas très téméraire. Probablement qu'ils ont l'intention de constituer des territoires, en tout cas de maîtriser des territoires, même si jusqu'à présent, ils n'y sont pas bien parvenus. Oui. Hein, la preuve, quand ils ont créé l'État islamique au Moyen-Orient, ça n'a pas duré. Pour le moment, ils n'en ont pas les moyens. Par contre, ils étaient sur le point de le faire en 2013 au Mali, hein, quand ils commençaient à descendre vers Bamako. Là, ils étaient maîtres du territoire. Alors, ce qu'il aurait fallu voir, c'est comment ça se passait. Alors, vous l'avez vu dans le film Timbuktu, hein, voilà comment ça se passait. Oui. Effectivement, ils avaient mis en place une administration extrêmement rigoureuse, hein, qui reposait sur les lois de la religion. La charia. Voilà. Et ça, évidemment, c'est ce que les peuples, disons, des autres régions ne supportent pas. Peut-être faire une cartographie actuellement sur le territoire africain, où sont les zones des terroristes ? Là, vous avez une très bonne carte. Hein. Cette carte a une histoire. Hein. Vous savez que c'est la carte qui est produite par le Quai d'Orsay, donc par le ministère français des Affaires étrangères. Beaucoup de zones rouges, de plus en plus, malheureusement. De plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Quai d'Orsay a une cellule de crise qui décide des critères selon lesquels on fait descendre le rideau rouge, hein, malheureusement, et que ces critères ne sont jamais du goût des pays concernés. D'ailleurs, celle-ci est un peu en retard, parce que je crois que le Burkina est maintenant quasiment complètement rouge. Oui. Hein. Mais tout de même, les ambassadeurs de France, lorsqu'on modifie notre carte, vont rendre compte
à l'État concerné du fait qu'on va descendre. Alors là, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, la réserve de la Comoé est en rouge maintenant. Oui. Hein. Parce que, évidemment, il faut que ce soit nous qui fassions cette carte-là, parce que si j'allais, moi, voir le ministre de l'Intérieur du Togo ou du Bénin en disant « Quelle est la partie de votre pays que vous ne contrôlez pas ?», je pense qu'il ne me répondrait pas, ou il me mettrait dehors, certainement. Et nous, on est quand même obligés de tracer cette carte d'insécurité, qui est vraiment la carte des zones grises, c'est-à-dire des endroits où on ne va plus rétablir. Mais si on prend la carte générale de l'Afrique, comment ça se schématise? Vous parlez de lac Tchad, où sont les positions où se positionnent les terrorismes en Afrique? Parce qu'on nous parle aussi du Mozambique, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest, mais où se trouve le sanctuaire terroriste? Si on prend une carte, il y a celle-ci, je suppose qu'elle apparaît à l'écran. Hein. Oui. Là, on ne voit pas le Mozambique, malheureusement, mais vous avez, si vous prenez l'Est, c'est-à-dire à droite, vous avez en Somalie une immense zone grise, parce que là, il n'y a que du terrorisme, ça c'est très clair. L'Éthiopie, qui est maintenant un pays très, très remuant, qui est en pleine guerre civile pratiquement. Vous avez le Soudan, quand vous progressez vers l'ouest, le Soudan qui a été à l'origine des guerres entre les éleveurs et les cultivateurs, c'était les fameux Janjaweed, avec la guerre du Darfour. Alors, c'est aussi une guerre terroriste. Si vous passez au Tchad, alors là, on a l'habitude de dire que le Tchad est un petit peu mieux tenu. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'Idriss Déby est quand même mort au combat contre des rebelles. Et puis vous entrez dans la zone du G5 Sahel, alors le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Et là, vous avez des zones qui sont des zones de vaste insécurité, parce qu'on ne peut pas s'y promener. Et vous n'irez donc pas interviewer les chefs djihadistes là-bas. Pas pour l'instant, mais on ne sait jamais. Je lance pas d'appel, mais on ne sait jamais. Dernier mot, je profite encore de votre présence pour ça, c'est par rapport au drame actuel et moderne, le changement climatique. Et on nous parle des futurs réfugiés climatiques. Là aussi, l'Afrique sera concernée. Il y aura une grande différence entre le nord et le sud. Ah, ça, c'est très clair. Alors, on ne parle pas au futur. Il y a déjà des réfugiés climatiques en Afrique. C'est ceux qui ont été chassés par ce qu'on appelle, la géographie revient là, de plein fouet, ce qu'on appelle la descente de l'isoyète 200 mm. Alors, pardon d'être un petit peu scientifique, oui. Mais l'isoyète, c'est une ligne d'égale précipitation. Donc, on trace une ligne là où il tombe 200 mm de précipitation, et comme les précipitations depuis 50 ans ne cessent de diminuer, cette ligne ne cesse de descendre vers le sud. Elle a descendu de 250 km en moins d'un siècle. Ça veut dire que près de 500 000 km² ne sont plus cultivables. Mais il y avait des gens. Et ils ne cessent de descendre de plus en plus vers le sud. Or, la terre exploitable n'est pas extensible à l'infini, au contraire. La démographie, au contraire, est extrêmement croissante, puisqu'on a multiplié par 3 la population en 50 ans. On est passé de 40 millions à 135 millions en 50 ans. Donc, de plus en plus de monde sur une terre qui se rétrécit, et avec de moins en moins d'eau, vous avez vos réfugiés climatiques, vous en avez des dizaines de milliers. Et l'Afrique sera touchée de plein fouet? Alors, elle sera aussi touchée par l'élévation du niveau des océans, mais ça, c'est sur les zones côtières. Et c'est ce dont elle ne se méfie pas, c'est précisément ces réfugiés climatiques qui descendent de la zone sahélienne, de plus en plus vers les zones côtières, parce qu'il y pleut. Sans compter les déplacés, avec tous les problèmes de guerre et de terrorisme qui s'ajoutent à ça. C'est pas très encourageant tout ça. Désolé, bon. Moi qui voulais finir sur une note d'espoir, mais bon, je préfère le réalisme, aussi dur qu'il soit. Merci infiniment, Monsieur Bouquet, de nous avoir honoré de votre présence. Et ce fut, j'espère, très instructif pour les téléspectateurs. Et je vais m'atteler à trouver un géographe maintenant régulièrement dans mes émissions pour avoir une autre lecture de la situation. Allez, on se quitte sur cette citation. Ne cherchez pas à écrire l'histoire, contentez-vous de rendre ses droits à la géographie, de Daniel Pénac. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end. À très bientôt sur RTI 1.